Cosa Vostra. Le droit voisin, c'est quand même d'abord la rémunération du travail de production et je dirais d'assemblage presque des contenus avec une ligne éditoriale. Donc c'est quand même d'abord un droit qui revient à l'éditeur. Mais la directive et la loi française prévoient ce qu'on qualifie de part équitable de la rémunération qui doit revenir aux journalistes. Je dirais temporellement, c'est le sujet qui est devant nous. Parce que les éditeurs en France ont commencé à conclure des accords avec les plateformes. Et donc, c'est à présent le moment de commencer les discussions avec les syndicats de journalistes, justement pour les rémunérer au titre des droits voisins et donc leur donner la part équitable que vise justement le mécanisme des droits voisins. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama que j'ai le plaisir de partager aujourd'hui avec Maître Férouz Masmi Dazi. Férouz, bonjour. Bonjour François. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors c'est la première fois que j'ai une avocate au micro de Mediarama. On va donc parler de sujets importants. Réglementaire. Tu es notamment, c'est important de le préciser, l'avocate conseil du geste. Donc le geste, on va revenir dessus, je l'ai plusieurs fois évoqué à ce micro, c'est un groupement d'éditeurs de contenu qui fédère des producteurs de contenu de tout type en France pour justement un peu porter des enjeux réglementaires, techniques dans le marché. Et l'objectif de cet épisode aujourd'hui, c'est de parler des droits voisins. Vaste sujet, la saga un peu des droits voisins, c'est quelque chose qu'on suit tous de plus ou moins près. Alors le geste le suit vraiment de très près. Et voilà, je trouvais intéressant parce que je disais un peu le terme saga, il y a eu vraiment des rebondissements, ça date de quelques années, etc. Et comme tu portes ce sujet au geste et que tu es un peu une rockstar quand même, je le mettais en introduction, c'est-à-dire que tu as été donc interviewé par Wired, ce magazine américain, tu as des publications dans Dalloz, Le Monde du Droit, et je rappelle quand même, parce que tu es avocate et partenaire chez Free Associés. Voilà, donc tu connais le sujet sur le bout des doigts et donc je te remercie de venir un peu en parler pour les auditeurs de Mediarama. Alors les droits voisins, on va commencer justement parce que sur Mediarama j'aime bien vulgariser, même si on sait à peu près ce que c'est les droits voisins. Si tu pouvais expliquer les droits voisins à mon fils, donc il y a 9 ans, je précise, comment est-ce que tu le ferais pour qu'on ait un peu, on sache un peu de quoi on parle précisément? Alors, je lui dirais, imagine que tu es avec ton groupe d'amis et qu'avec ton groupe d'amis, tu as envie de créer un journal, de raconter des histoires. Certains de tes amis t'aideront à concevoir l'histoire, d'autres feront des dessins. Vous l'écrirez sur du papier que peut-être l'un d'entre vous sera allé chercher chez sa grand-mère. Vous le relirez et puis vous aurez envie de le diffuser. Vous aurez envie de rendre ces histoires accessibles à des lecteurs. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. La manière la plus simple, ce serait d'aller les distribuer et éventuellement de faire payer les lecteurs pour la lecture de ces histoires, de ce petit journal entre copains. Mais si tu voulais le faire apparaître sur ton téléphone, sur l'ordinateur de ton père ou de ta tante qui vit au Brésil, tu aurais besoin d'un intermédiaire, d'une plateforme. Parce que c'est elle qui va te permettre de transformer tes écrits dans un format informatique qui est lisible partout dans le monde et qui va lui permettre d'être diffusé et d'être connu du reste du monde. Mais cette plateforme, je dirais,
alors, elle est essentielle, elle est incontournable. Toi, tu peux faire payer les gens qui, au bout du monde, lisent tes histoires, mais elle ne te verse rien. Et pourtant, elle retire des revenus de ces histoires que vous avez conçues entre copains, de différentes manières d'ailleurs, soit en ponctionnant les revenus que tu perçois, soit en générant des investissements, d'autres groupes d'amis qui ont envie de publier des histoires à travers la plateforme. Donc les droits voisins, c'est ça en fait. Ça vient, je dirais, tenter de rééquilibrer finalement le partage de la valeur dans le monde numérique. Entre des gens qui produisent de la valeur, qui produisent des contenus, et des gens qui permettent leur diffusion. Et ça, c'est essentiel. Les droits voisins, ils ne sont pas là pour remettre en cause le rôle de ces plateformes, ni l'importance de ces plateformes. Il est là pour simplement tenter de rééquilibrer le partage de la valeur entre ces plateformes technologiques et finalement ceux qui créent la valeur, ceux qui produisent le contenu, à la fois ceux qui rédigent, bien sûr, les journalistes qui ont droit à une part équitable, mais évidemment les éditeurs eux-mêmes, les agences aussi. Voilà. C'est assez clair. Donc, ce sont des droits accordés à ceux qui produisent des contenus, payés par ceux qui les diffusent et qui gagnent de l'argent avec. Tout à fait. Là, c'était la version encore simplifiée pour l'enfant de 5 ans. Écoute, c'est clair. Donc, les droits voisins. Et donc, ça existe depuis... on en parle là depuis quelques années dans les médias. J'ai l'impression qu'il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Alors, en préparant l'épisode, j'ai vu que ça existait quand même, les droits voisins, depuis plus de 30 ans, ou je crois presque 40 ans, mais que ça concernait que la musique et le cinéma. C'est-à-dire qu'avant l'avènement d'Internet, ça n'existait pas. En fait, c'est vraiment les plateformes sur Internet qui ont créé ce besoin de légiférer, de transposer les droits voisins chez les médias pour les éditeurs. Oui, pour la presse écrite. Pour la presse écrite, notamment. Et puis, oui, pour les images aussi. Mais effectivement, en fait, la discussion sur l'introduction des droits voisins, elle date évidemment pas de 30 ou 40 ans. Elle date évidemment de l'avènement de ces plateformes numériques qui ont permis la démultiplication de la diffusion de ces contenus à travers le monde, sans barrière, etc. Évidemment, l'histoire des droits voisins des éditeurs de presse écrite, elle remonte pas uniquement à la directive qui a permis de les introduire en 2019, mais avant, ça a été des débats très, très compliqués. Et d'ailleurs, Jean-Marie Cavada, qui est actuellement le président de l'organisme de gestion collective des droits voisins, DVP, pourrait en témoigner. C'est une discussion qui a été extrêmement difficile. Le principe même de l'introduction de ces droits voisins a posé des difficultés. Il y a eu un lobbying très fort de la part des plateformes pour contrer l'initiative qui a pu être faite au sein de la Commission européenne et ensuite pendant les discussions au Parlement européen sur ce sujet. Et après même, je dirais, l'adoption de la directive et sa transposition pour partie en France, typiquement, parce que la France a été le premier État membre de l'UE à transposer cet article 15 en France. Et bien après cette transposition, il y a encore eu des discussions sur l'existence même de ce droit, au fond. La position de Google, elle était quand même très, très radicale de au départ. Remettre en cause sur l'existence même des droits voisins, point. Exactement. Et puis ensuite, cette position, elle a évolué, je dirais, vers quelque chose d'assez étonnant. C'est le concept de la rémunération nulle. C'est-à-dire c'est-à-dire que... en substance, Google a pu soutenir que finalement, certains contenus pouvaient avoir une valeur positive, donc bénéficier d'une rémunération positive, tandis que d'autres contenus, c'est toujours une question d'équilibre entre la valeur qu'ils considèrent donnée à l'éditeur et la valeur que l'éditeur est censé pouvoir recevoir à titre de rémunération. Et donc, de leur point de vue, à un moment donné, il a quand même été question de cette idée que un éditeur pourrait percevoir une rémunération nulle, c'est-à-dire zéro. Donc, en fait, fournir ses contenus gratuitement. Voilà. Donc, après avoir nié l'existence même, le principe même du droit voisin, on est passé à une position où peut-être qu'il existe, mais tout le monde n'a pas droit à une rémunération positive. Et encore... le périmètre des personnes, des éditeurs qui avaient droit à une rémunération était lui-même restreint. Lui-même n'est pas clair. Voilà.
et a fait l'objet de débats. Et vous Et, parliez d'une saga. Effectivement, il y a eu une grande évolution sur 2 ans et demi. et on va y revenir justement, si tu veux bien, enfin, refaire un peu la chronologie, alors au moins des grandes dates, Oui. puisque je te parle de saga, mais alors moi j'identifie la première étape importante, c'est donc au niveau européen, la directive du Parlement européen et du Conseil, donc c'était en avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché numérique. Donc là, c'est l'Europe qui reconnaît l'existence des droits voisins pour les éditeurs. Tout à fait. C'est ça. Donc ça, c'est une étape importante. C'est donc déjà assez fort au niveau de l'Europe. Une réaction de Google. Alors je dis Google parce que pour être très clair, en France, ça concerne principalement Google, hein, qui est le principal moteur de recherche, et donc les droits voisins. On parle. Alors arrête-moi si je dis des bêtises, hein, mais en tout cas, ça se cristallise sur Google, et notamment l'utilisation des contenus sur Google News, et donc ces petits snippets, ces petits extraits d'articles qu'on voit dans Google Actualité, et qui n'étaient pas jusqu'à présent pas rémunérés, qui pour partie amenaient du trafic chez les éditeurs, mais pour partie non, et donc généraient quand même du trafic sur les outils de Google, de la monétisation, etc. Donc en Europe, là, 2019, reconnaissance des droits voisins dans le marché numérique. C'est une étape importante. C'est une étape très importante. Alors peut-être, je reviens juste un instant sur le fait que l'attention se soit focalisée sur Google. Google n'est pas le seul en France à être concerné par le paiement des droits voisins. Enfin, en tout cas, ils sont tenus, comme d'autres, à le faire. Facebook et Meta aussi, Microsoft aussi. Et puis, il y a tout un tas de plateformes beaucoup plus petites qui peuvent être tenues à... Snap, demain Exactement, TikTok, voilà. Twitch, toute plateforme en fait. C'est absolument pas, c'est pas un décret anti-Google. Exactement. Et je dirais même, par exemple, les kiosques numériques. Typiquement, un kiosque numérique diffuse des contenus de presse écrite en ligne. Potentiellement, ils sont tenus à éventuellement payer des droits voisins. Mais d'accord. Enfin, la discussion peut avoir lieu en tout cas. Alors mini aparté, parce que justement ces kiosques numériques type Caféine, e-press et consorts ont déjà des deals avec chacun des éditeurs et payent. Donc là, est-ce que ça veut dire qu'en fait demain ça devrait être en plus payer des droits voisins, ou les deals deviendraient caduques et passeraient par quelque chose de plus officiel, des contrats des droits voisins? Alors, la question, j'ai envie de dire, est ouverte. Ce qui est certain, c'est que dans l'affaire Google, devant l'autorité de la concurrence, elle nous a permis de voir confirmer que les accords commerciaux entre les plateformes et les éditeurs, c'est une chose. Les droits voisins, c'est une autre chose. Et typiquement, dans le cas de Google, et peut-être en raison de sa position dominante, mais c'est peut-être pas la seule raison, l'autorité lui a imposé de ne pas traiter dans le même temps, voire dans le même contrat. Enfin, elle va pas jusque-là, mais c'est la solution évidente. Les accords commerciaux, typiquement sur Showcase, et les accords liés aux licences de droits voisins. Tout ça pourquoi ? Pour pouvoir isoler le montant des droits voisins de manière totalement distincte par rapport à tout le reste, et qu'il n'y ait pas de mécanisme de compensation entre ce qu'on pourrait considérer comme la part des droits voisins, etc. Tout ça aussi parce que le marché, entre guillemets, de la licence de droits voisins, c'est un marché qui est émergent. Il a été créé en 2019 avec la transposition de la loi, de la directive par la loi française. Et donc, en définitive, tous les opérateurs ont intérêt... et surtout les autorités, comme l'autorité de la concurrence, ont intérêt à pouvoir isoler tous les montants qui pourraient revenir à cette espèce d'assiette du marché des droits voisins. Parce que sinon, on n'a aucun moyen de comparer avec quoi que ce soit. Voilà, on part de rien et on crée un nouveau droit qui donne droit à rémunération. C'est vraiment un principe d'équité, en fait, parce il peut y avoir des deals, mais c'est plus un principe d'équité, d'ouverture et de transparence sur savoir de ce que représentent les droits voisins. Exactement. Et donc, pour répondre à ta question sur les kiosques, à la limite, peu importe les deals qu'ils ont eus qu'ils ont avec les éditeurs, au fond, s'ils aimerait pouvoir isoler. S'ils rentrent dans le périmètre des droits voisins, ce qui est tout à fait probable, ils devraient dealer avec les éditeurs une rémunération liée aux droits voisins uniquement. Oui, qu'ils soient en plus ou en moins du contrat, mais on devrait pouvoir l'isoler. Je pense. En plus, pour les éditeurs, toi t'es... Non, mais bien sûr. Objectivement, voilà. C'est justement tout ce mécanisme de compensation par rapport aux contrats commerciaux que l'autorité voulait éviter dans le cas Google. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir... de rémunération entre guillemets nulle au prétexte que vous leur versez de l'argent pour la diffusion de leur contenu. Ça n'a rien à voir en fait. Il y a le droit voisin et il y a les accords commerciaux.
D'accord. Showcase, Subscribe. Mais là, c'est subtil. Alors, c'est peut-être pour bien comprendre, mais à partir du moment où tu as un deal avec un éditeur pour l'utilisation de son contenu, tu es couvert. Pourquoi est-ce que tu voudrais absolument isoler ou en plus payer les droits voisins si l'éditeur, c'est un contrat commercial? Bah oui, mais les droits voisins, ça fait l'objet d'une licence. Et en théorie, une licence, enfin, je veux dire, c'est une matière distincte de simplement la rémunération commerciale de l'alimentation de ta plateforme par des contenus. Ouais, Tu vois, c'est vraiment un droit qui s'ajoute à des droits existants. ouais, Tu vois, dans ton contrat commercial, tu as l'obligation de fournir des contenus et en contrepartie, il te rémunère. Bon, très bien. Mais il n'y a pas d'automatisme à considérer que finalement, ça vient aussi rémunérer les droits voisins dont tu bénéficies en plus du seul fait de produire les contenus pour lesquels tu t'es engagé contractuellement, tu vois. ouais, je vois. Est-ce que dans les droits voisins, il y a un système alors, c'est imparfait et on va en parler. Rien n'est encore figé aujourd'hui, mais par exemple, pour le pigiste ou pour le photographe, etc., est-ce qu'il y a une part dans les droits voisins qui revient de facto parce qu'on parlait chacun produit quelque chose, un bout du contenu, ou est-ce que non, ça revient à l'éditeur et puis après, lui-même, il a ses propres contrats avec ses photographes, etc. Est-ce qu'il y a un moyen pour un photographe de se dire les droits voisins en fait sont importants aussi pour moi parce que si on réutilise 1000 fois ma photo, il n'y a pas de raison que ce soit l'éditeur à qui j'ai vendu la photo qui touche du aeternam, tu vois, et les droits voisins me permettraient de peut-être revaloriser mon travail. Alors, le droit voisin, c'est quand même d'abord la rémunération du travail de production et je dirais d'assemblage presque des contenus avec une ligne éditoriale. Donc, c'est quand même d'abord un droit qui revient à l'éditeur. Mais la directive et la loi française prévoient ce qu'on qualifie de part équitable de la rémunération qui doit revenir aux journalistes. Alors, je dirais temporellement, c'est le sujet qui est devant nous. Parce que les éditeurs en France ont commencé à conclure des accords avec les plateformes. Et donc, c'est à présent le moment de commencer les discussions avec les syndicats de journalistes. Et d'ailleurs, certains ont déjà négocié certaines choses. J'ai vu que l'AFP, qui est la première entité à avoir conclu un accord avec Google, vient de conclure un accord avec ses syndicats de journalistes, justement pour les rémunérer au titre des droits voisins et donc Ok, leur ça c'est donner la part intéressant. équitable Ouais. que vise justement le mécanisme des droits voisins. Donc après, la discussion, elle se fait par entreprise de presse, en fait, Oui. avec ses propres syndicats. Donc, il n'y a pas de règle absolue, en tout cas en France. Ouais, en tout cas en France. Parce qu'en Italie, ils ont prévu un pourcentage, je crois que c'était 5%. Tu vois, en Allemagne, ils réfléchissent, ils n'ont pas nécessairement tranché, mais ils réfléchissent à une idée de pourcentage. Voilà, en France, en tout cas, c'est par entreprise de presse que la négociation se fait et chacun trouve les solutions de Place le compromis. curseur Place le là où ils curseur. veulent. Exactement. Exactement. Ok. Étape suivante, Pardon. transposition en France. Donc de cette directive européenne, je rappelle, c'était en avril 2019. Dès juillet 2019, et je crois d'ailleurs qu'en France, c'était le premier pays à transposer cette directive européenne dans le droit français, c'est ça? Tout à fait. Donc au profit des éditeurs et des agences de presse, leur permettant donc d'autoriser contre une rémunération la diffusion totale ou partielle d'ailleurs par un service de communication en ligne, donc les plateformes de ces publications dont ils assurent l'édition. C'était évidemment un signal très fort, hein, la France qui est vraiment un peu pionnière là-dessus. Comment a été reçue, accueillie par les éditeurs et par les plateformes cette transposition? Ah bah, par les éditeurs, ça a été accueilli très chaleureusement. Ouais. C'était une victoire et voilà. Et le soutien des pouvoirs publics très fort avec cette transposition immédiate, alors que la France habituellement prend son temps pour transposer les directives européennes. Enfin, voilà, on est plutôt connu pour ça en France. Était un signal très très fort, très positif. Et voilà, et la bataille s'est engagée tout de suite, je dirais, entre les éditeurs et les plateformes, et je dirais en premier lieu Google. Et peut-être parce que Google, à ce moment-là, avait une position très radicale.
en substance, voilà, ils ont commencé par nier l'existence, voilà, de ce droit, et puis proposer un accord impensable, voilà, sur l'utilisation à titre gratuit des contenus. Mmh. Et c'est ça, je dirais, qui a mobilisé les forces de tous les éditeurs réunis et de l'interprofession, en fait, qui a créé une sorte d'incroyable unité entre tous les acteurs, et qui les a conduits, donc qui a conduit l'AFP, qui a conduit la PIG, et qui a conduit le SEPM à déposer plainte devant l'Autorité française de la concurrence, et à demander des mesures conservatoires, c'est-à-dire des mesures d'urgence pour résoudre cette situation avec Google. Pour bien comprendre, donc il y a cette transposition qui est claire et bonne. Et donc ça, c'est plus une question à laquelle tu pourras répondre. Mais pourquoi à ce moment-là, il dépose plainte? C'est que Google réagit à cette transposition en disant, en fait, non. Nous, on n'est pas d'accord, on nie tout le truc. Est-ce qu'il y a une position officielle? Alors, il y a cette transposition qui arrive en juillet 2019. Et comment Google réagit officiellement? Je ne suis pas certaine de mémoire qu'il y ait eu une réaction, je dirais, officielle de refus ou de rejet de la part de Google là-dessus. Mais par contre, les éditeurs qui sont entrés en contact avec Google pour leur demander, le cas échéant, de commencer des négos et de rémunérer leur contenu au titre des droits voisins, se sont heurtés à un mur, en fait. Ouais, tout simplement. Donc, voilà, et c'est cette situation qui a généré finalement la mobilisation de toute la profession et la saisine de l'autorité de la concurrence. D'accord, donc c'est la PIG, donc, qui est l'association des éditeurs d'information générale. C'est important de le préciser parce que c'est un acteur important dans cette histoire. L'AFP, donc l'agence de... Il n'y a pas d'association des agences de presse? Parce qu'en fait, il n'y a pas que l'AFP en France. Hein. Oui, il n'y a pas que l'AFP en France, c'est vrai. Il y a la Fédération française des agences aussi. Alors, ça, je dirais, l'AFP, la PIG et le SEPM ont été les 3 têtes de pont et ont été ceux qui ont déposé plainte. Mais derrière, il y a eu tout un tas d'associations et d'organisations professionnelles diverses, représentant des éditeurs, des agences qui sont intervenues à la procédure. Mobilisés, dont le geste. Dont le geste, bien entendu. Ouais, le geste a participé à faire monter, en fait, des retours d'éditeurs à l'autorité de la concurrence, des retours sur la manière dont Google réagissait à certaines tentatives de négociation des éditeurs, qu'ils soient petits ou gros. Et donc, ces contributions, elles ont nourri, elles ont alimenté la procédure de l'autorité. Il y a eu une séance de l'autorité où, je dirais, tous ces organismes ont été entendus. Voilà, donc il y a les 3 qui sont allés. Et les puis, têtes de pont, mais derrière, il y a vraiment toutes les associations qui étaient unies, un vrai front uni de tous les éditeurs et producteurs de contenu. Qu'est-ce qui se passe? Donc la Haute Autorité de la Concurrence s'empare du sujet. Oui, alors l'autorité donc instruit le dossier, elle reçoit tous ces éditeurs, elle reçoit Google. Et je dirais, parallèlement, Google commence à négocier avec certains, commence à négocier avec des éditeurs individuels et certaines associations. Tout ça en parallèle parallèlement. Mais je dirais, Google, comme beaucoup d'autres de ces grandes plateformes, ont cette espèce de stratégie un peu de multiplicité d'objectifs en même temps. C'est-à-dire, voilà, donc c'est pas du tout incohérent ou anormal pour eux de poursuivre différents objectifs à travers... Et tu veux dire, même, c'est même pas forcément... Alors, c'est une stratégie de diviser pour mieux régner, ou même pas? En fait, il y a tellement de BU, enfin de business unit et d'enjeux, et que chacun, enfin, ils ont des objectifs qui sont parfois un peu différents, et que quelqu'un dans une unité a intérêt à dealer avec le monde parce qu'ils ont un beau projet, par exemple. Ou est-ce que non, ils se disent, tiens, on va quand même essayer de faire des négociations et puis de voir si ça peut mettre un peu le chaos. Alors, l'idée, c'est pas encore une fois de taper sur Google, c'est des intérêts, c'est du business dont on parle. Hein. Moi, c'est difficile de se prononcer pour Google, mais ce qu'on peut observer, en tout cas moi, ce que j'observe de l'extérieur, c'est que clairement, ils ont une stratégie qui se déploie d'ailleurs pas qu'en France, au niveau mondial, et elle est différente de celle d'Apple, mais par certains aspects, elle est très proche, et notamment celui-là, c'est qu'il y a cette volonté de segmenter les sujets. Parce que
je dirais, les plateformes sont les seules à avoir la vision globale de tous les aspects. Ils sont les seuls à avoir... Bon, ils ont des fonds, non pas infinis, mais presque. Donc, ils ont le temps de voir venir. Ils ont le temps d'analyser les situations. Ils ont le temps de tirer parti des divisions à la fois, par exemple, je dirais, l'Union européenne. Il y a autant de situations que d'États membres. Et au sein de chaque État membre, il y a des intérêts d'opérateurs et des cultures juridiques et des cultures de négociation qui sont très différentes. Donc, tirer parti de ces spécificités, on va dire, ça fait partie de la stratégie des plateformes parce qu'évidemment, c'est ce qui leur permet de gagner du temps. Gagner du temps, tout simplement. Voilà, gagner du temps, analyser la situation et maximiser finalement les solutions auxquelles on parvient, avec toujours ce souci de contrôler l'issue. Et donc, pour contrôler l'issue, il n'y a pas de meilleure manière que de segmenter, diviser à la fois les sujets, les interlocuteurs. Voilà. Et donc, effectivement, l'autorité, elle, pendant qu'elle investiguait et qu'elle instruisait le dossier, Google, parallèlement, négociait avec certains, individuellement, collectivement, à travers des associations. Avec la PIG, ils ont donc trouvé un accord. Un premier accord, oui. Un premier accord. Tout donc, à quand on fait. dit un accord, c'est pour préciser, c'est pas avec la PIG qu'ils signent, c'est plus trouver un accord, une espèce de framework, même si j'aime pas le terme, mais accord cadre. Un accord cadre, exactement, pardon, qui permettrait à ses membres de bénéficier de cet accord cadre s'ils souhaitent signer. En fait, plus des discussions individuelles. Alors, en fait, bon, chaque association est différente, mais je dirais... le modèle un peu général qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a cet accord cadre qui définit les paramètres, qui définit des méthodes, le cas échéant, de calcul, voilà. Et ensuite, effectivement, donc ça, c'est un accord. Je veux dire, c'est signé. Il faut reconnaître, je dirais, ce progrès et cette avancée qui a été faite par la PIC. C'était quand même les premiers à signer un accord collectif avec Google, donc dans un contexte quand même un peu compliqué. Donc, il faut leur reconnaître cette qualité. Voilà. Après, cet accord cadre, il permet en effet aux membres de l'association de bénéficier de la négociation dans des accords individuels à conclure. Parce que la PIG n'est pas titulaire des droits voisins. Ce sont les éditeurs de presse qui le sont. Oui. Voilà. Donc, c'est en ça qu'effectivement, il y a ce côté, ce framework et puis sa déclinaison individuelle dans des accords. Voilà. Alors, ouais, cet accord, il a été laissé de côté. Par qui ? Partout, je dirais, par l'association, par Google, par les éditeurs, parce qu'au fond, il cristallisait, et on le voit bien dans la décision qu'a prise l'autorité de la concurrence sur le non-respect des injonctions qui avaient été prononcées. Il cristallisait en fait cette fameuse segmentation qu'essayait d'opérer Google, notamment cette différenciation entre les IPG et les non-IPG. Donc, en substance, Google, pendant tout un temps, a refusé de reconnaître l'existence de droits voisins au bénéfice des éditeurs non IPG. Alors, juste pour préciser, même si on l'a fait, mais IPG, information politique générale, qui est peut-être pas une spécificité française, mais en tout cas qui vient du droit français. Ouais. C'est une typologie d'éditeurs qui ouvre droit à certains avantages au niveau des impôts, ouvre aux aides à la presse, droit sur le portage, etc. Mais donc, il faut avoir un certain type d'information politique générale, comme peut l'être Le Monde, Les Échos, Libération, etc. Exactement. Alors, il y a cette petite particularité en plus en France il y a deux notions d'IPG en France. Il y a la notion IPG loi Bichet, effectivement, ça couvre ce périmètre assez restreint, mais d'opérateurs importants, d'éditeurs importants en France. Et puis, il y a la notion d'IPG au sens de ce qu'on appelle vulgairement en droit fiscal, l'article 39 bis du Code général des impôts, qui donne une autre définition. Mais c'est un point important que tu soulignes là, c'est que ça, ce sont des notions françaises, franco-françaises, du droit français. Ni la loi Bichet ni le Code général des impôts n'avaient prévu que d'être le réceptacle en fait d'une application des droits voisins au bénéfice des éditeurs. Donc c'est un choix, je dirais, c'est un choix de Google d'avoir décidé de cristalliser une différence sur cette base, sur la. Après. Surtout, alors, parce qu'en fait, ça n'a
presque d'un point de vue intellectuel aucun sens. Les droits voisins dont tu parlais, dont on expliquait un peu ce que c'était en essence, ça vient bien rémunérer la diffusion d'une production de contenu quelle qu'elle soit. En fait, si on produit du contenu pour parler de camping-car, de chats ou de la guerre, c'est du contenu qui mérite une rémunération. Donc ça n'a pas de sens intellectuel de l'arrêter à des médias d'information politique générale. Oui, alors oui et non. Oui, c'est vrai, mais la loi prévoit quand même la reconnaissance spécifique du critère de la contribution à l'information politique générale. La loi française, elle reconnaît Oui. cela comme un critère pour la rémunération. Pour quelle rémunération? De quelle loi là tu parles? Au titre des droits voisins. D'accord, Ouais. dans la transcription. Exactement, dans la transposition. Dans la transposition. Et pourquoi ils ont... C'était aussi dans le droit, au niveau européen, c'était déjà le cas. Il y avait déjà un peu une distinction sur le côté un peu hard news, information générale. C'est pas forcément aussi clair que dans la loi française. Mais je dirais la différence, en fait, c'est simplement... Enfin, c'est ce qu'on fait, en fait, de ce critère. C'est-à-dire que Google l'a érigé comme un critère d'exclusion des non-IPG. Et c'est ça que l'autorité a condamné. Et elle a condamné aussi l'interprétation qui était faite par Google de ce qu'est ou non un IPG, le cas échéant. Mais en soi, l'IPG est une qualité en France qui est une qualité qui est reconnue en tant que telle. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, l'autorité dit on ne peut pas faire de cette qualité un critère exclusif. Les autres ont le droit à une rémunération, précisément par référence à ce que tu dis. C'est-à-dire le droit voisin vient rémunérer tous les types de contenus, peu importe qu'ils soient IPG ou non. Donc, c'est devenu un critère de pondération dans le calcul de la rémunération. Tu touches plus si t'es IPG. Oui, potentiellement, exactement. Ça peut être ça. Ça peut être gros pour schématiser. Alors, je pose peut-être une question qui fâche, mais pourquoi dans la transposition française, on parle de cette presse-là? Est-ce que c'est parce que vraiment une vocation de la presse, information de la presse, d'informer, etc. Ou est-ce que c'est une presse qui a plus de poids politique et que c'est assez intéressant? C'est peut-être une question qui gêne, mais je pose quand même la question. Alors, je pense que, je dirais philosophiquement, l'information politique est générale parce qu'elle contribue au débat démocratique, par l'importance que ça représente pour la société actuelle, avec toutes ces problématiques liées aux fake news. Lutte contre la désinformation. Lutte contre la désinformation, etc. C'est quelque chose qui justifie... Qui a un poids dans la société. Voilà, qui a un poids dans la société, qui est un poids à part entière, je dirais, qui mérite d'être reconnu comme tel. Mais effectivement, et je pense que cette précision était importante de la part de l'autorité en l'occurrence, je dirais tous les autres supports n'ont pas de raison d'être exclus du bénéfice des droits voisins parce qu'ils contribuent aussi pour leur part et dans leur secteur, le cas échéant, au débat démocratique, à l'alimentation de ce débat. Et de toute façon, les droits voisins n'ont pas vocation à rémunérer uniquement l'IPG, contrairement par exemple à la situation qui prévalait à l'époque en Australie, où il y avait un mécanisme très clair de centrage sur l'actualité d'information politique et générale. Voilà. En droit européen, on n'a pas cette centralisation des droits voisins sur ça. Mais par contre, en France, effectivement, on en a fait un critère à part entière qui vient effectivement pondérer positivement la rémunération de ceux qui bénéficient de cette qualité. Et d'ailleurs, après, il y a tout un débat qui s'est engagé sur qui est IPG, en dehors de ceux qui sont IPG loi Bichet, pour lesquels il n'y a aucune discussion possible. Qui est IPG au sens, par exemple, de l'article 39 bis du Code général des impôts. Et là, l'autorité, dans sa décision, elle mentionne à un moment le cas d'un magazine qui avait bénéficié de la certification IPG sur son magazine papier, qui n'avait pas sollicité, peut-être, parce que ça n'avait pas lieu d'être, la certification sur le SPEL. Son service de presse en ligne, voilà. le SPEL. Et Google avait considéré que, du coup, il était exclu du bénéfice de cette qualité d'IPG, ce que l'autorité considère comme problématique, en fait, d'une certaine manière. Donc, on voit bien, d'ailleurs, là, que
toute la discussion maintenant, à présent que Google a reconnu l'existence des droits voisins, elle se porte sur les critères, les Sur les mécanismes de critères, les pondération, calculs, l'assiette, etc. la méthodologie. Exactement. Voilà. Alors, une étape on a un peu sauté, mais qui est importante, c'est cette fameuse date du 13 juillet 2021. On en a déjà un peu parlé, mais donc là, c'est la décision donc, de l'autorité de la concurrence qui condamne Google au paiement de 500 millions d'euros pour violation de mesures conservatoires. Et en particulier, l'autorité pointait le caractère accessoire des droits voisins par rapport à la participation de nouveaux services de presse, donc Google Showcase, la circonscription de la rémunération au seul contenu IPG, d'information politique générale, ce que tu venais de dire, ainsi que le refus de négocier avec les agences de presse. Donc ça, c'est les 4 principales injonctions que Google n'a pas respectées ou qu'on lui reproche. En fait, en 2020, l'autorité a prononcé les mesures conservatoires qui imposaient à Google de négocier de bonne foi, qui imposait à Google de transmettre les informations nécessaires à l'évaluation de l'assiette de rémunération des éditeurs pour permettre une négociation de bonne foi. Et puis, d'autres injonctions, notamment liées à la neutralité des discussions sur les droits voisins par rapport aux relations commerciales. Oui, donc distinguer ce que tu disais, les produits, parce que souvent, c'est un package quand les éditeurs ont dealé avec une rémunération des droits voisins, un accès à Subscribe with Google, à Google Showcase, etc. Les premières négos, c'était ça. C'était un peu tout mélangé. Effectivement, Showcase, c'était un nouveau service. Ça aussi, ça a été un gros problème et donc tu le pointes. Donc en 2021, l'autorité a pris une autre décision sanctionnant Google du non-respect des injonctions qui avaient été faites, considérant qu'ils n'avaient pas négocié de bonne foi, notamment avec les agences, parce qu'ils n'avaient tout simplement pas négocié avec les agences, ils avaient refusé de les intégrer dans une négociation, ils avaient refusé d'intégrer les non-IPG et effectivement, ils avaient mélangé les négociations entre leurs nouveaux produits Showcase, Subscribe with Google et les droits voisins dont on n'était même pas capable de savoir quelle était la part des droits voisins dans l'accord qui était envisagé, quoi, je veux dire. Donc, voilà. Donc ça, l'autorité a considéré que c'était pas en conformité avec les injonctions et a sanctionné Google pour cela. En 2021, effectivement, a infligé une amende assez importante. Alors, assez importante, 500 millions, c'est vrai que c'est un beau montant, mais je regardais quand même, pour rappel, c'est un peu plus de 60 milliards de dollars de revenus Google par trimestre. Oui. Mais symboliquement, c'était fort. C'était fort. Et il y a un très beau travail quand même de l'autorité de la concurrence. J'ai lu en préparant que même au niveau mondial, ça a été salué, la rapidité, la technicité de l'étude, etc., la vulgarisation derrière. C'était un vrai gros travail précis. Ah ouais, non, mais ils ont fait un travail exceptionnel, effectivement. Et il ne faut pas oublier que cette décision de juillet 2021, elle suivait d'un mois une autre décision contre Google, qui sanctionnait Google aussi, dans l'affaire de la tech. Oui, autre sujet. Ouais, autre sujet dont on ne va pas dériver, mais simplement pour préciser pourquoi l'autorité de la concurrence elle était aussi pointue et très respectée, et pourquoi ces décisions ont eu un impact international. C'est parce que la décision de juin qu'a prise l'autorité de la concurrence, c'était la première décision d'engagement. C'est-à-dire que Google a transigé avec l'autorité de la concurrence dans l'affaire de la tech et s'est engagé à modifier son comportement. Donc, ce qui est quand même énorme quelque part. Voilà. C'est donc une dans reconnaissance d'eux et oui, ok, on va se conformer. Changer de comportement, ouais. Exactement. Donc ça, c'était quand même vraiment important. Et voilà. Et maintenant, on voit bien aux États-Unis, ils sont en train de poursuivre les mêmes pratiques que celles qui étaient visées par l'autorité française, avec l'ajout de Jedi Blue et l'affaire Bernanke, etc. Mais je veux dire, l'autorité a été pionnière en fait dans les décisions vis-à-vis de Google, à la fois en étant très rapide, en étant très efficace et en prenant des mesures très audacieuses. Enjoindre à Google de négocier de bonne foi sur un nouveau droit dont personne ne sait rien, dont on ne sait pas comment on doit le mettre en œuvre, tout ça dans un délai record, avec une compréhension des enjeux et des problématiques très précises, ça, c'était vraiment un tour de force. Donc vraiment, ils ont fait un travail exceptionnel. Bon, ça, c'était bien sûr. J'avais été étonné pour une fois qu'il y a quand même des choses très positives. Surtout que tu dis, c'est pas David contre Goliath, parce que il y a quand même des moyens, mais c'est tellement complexe techniquement, tu vois, que pour être rapide et sortir des solutions comme ça intéressantes, je sais pas quelles sont les équipes, mais l'autorité est l'une des premières autorités à s'être penchée sur les sujets de publicité en ligne dans la vie. Ils ont publié un avis en 2016 sur la publicité en ligne.
Donc, ils avaient commencé en 2014 à analyser le secteur, à interroger les acteurs, etc. Donc, ils ont vraiment une expertise très poussée maintenant sur le fonctionnement des plateformes, les difficultés que ça pose, etc. Et d'ailleurs, je ne révèle rien d'extraordinaire à ce sujet, mais on va avoir des décisions dans les 2 prochaines années probablement concernant les plateformes qui seront, qui confirmeront le niveau d'expertise très élevé de l'autorité française. Bon, ça c'est top, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Est-ce que, donc on est presque un an après cette condamnation, est-ce qu'il y a une autre échéance? Est-ce que Google a dû s'acquitter de l'amende? Où on en est? Alors, Google, oui, c'est l'amende, ils sont C'était une censés amende, la c'était payer. pas une menace. Ah oui, c'était une amende. Donc, ils sont censés l'avoir payée, ou en tout cas provisionnée, séquestrée. Enfin, normalement, ils sont censés l'avoir payée. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, c'est un sujet. Parallèlement, ils ont fait appel de cette décision. À ma connaissance, l'appel, mais je ne sais pas quand le podcast sortira, mais à ma connaissance, pour l'instant, en tout cas, ils ne se sont pas désistés de leur appel contre la décision de l'autorité. Et de toute façon, l'appel n'est pas suspensif. Donc, en tout état de cause, cette amende, elle est due. Alors, elle est payée à l'État, hein, je veux dire. Oui, ça revient pas aux éditeurs. C'est pas une réparation des dommages des non, éditeurs, c'est vraiment à une l'État. amende. Voilà, exactement. Plus l'injonction de négocier, Voilà. de bonne foi, etc. Et est-ce que c'est le cas? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé depuis, c'est qu'évidemment, les 3 plaignants, donc AFP, APIG et SEPM, la presse, qui est la presse magazine. Exactement. Oui, pardon. Le syndicat des éditeurs de presse magazine. Donc, ont entamé de nouvelles négociations avec Google. L'AFP a conclu un accord en fin d'année dernière, donc fin 2021, je ne sais plus, je crois que c'est novembre 2021. Donc, c'était les premiers finalement à avoir un accord, ce qui est assez paradoxal puisqu'ils avaient été exclus de la première phase. Mais bon, ils ont été exceptionnels. Et donc, parallèlement, évidemment, Google négociait avec l'APIG et le SEPM. L'APIG a trouvé un accord en début d'année, donc 2022, avec Google, donc un accord cadre, comme, je dirais, le même schéma que le précédent, avec la possibilité pour les éditeurs de conclure leur accord individuel s'ils le souhaitent. Les éditeurs membres de la PIG. Et encore plus récemment, donc le SEPM, manifestement, a trouvé également un accord avec Google sur le même mode, le même schéma. Et je comprends également, au-delà de Google, parce qu'on parle beaucoup de Google, que Facebook a également conclu des accords, notamment un accord avec la PIG aussi, en début d'année 2022, donc sur, me semble-t-il, le même type de schéma, accord cadre avec des accords individuels. Donc, je dirais, il y a des négociations qui ont conduit à des accords. Donc, on a progressé. On a progressé, donc c'est-à-dire Vas-y. J'ai oublié de mentionner quelque chose de très important, c'est qu'entre-temps, il y a eu la création de DVP. Oui. L'organisme de gestion collective des droits voisins. Exactement, qui est donc alors, je crois que c'est quoi? C'est pas une coopérative, c'est une forme un peu juridique particulière. C'est comme société? C'est un groupement. Alors ça, je sais pas dans le détail. Ouais, non, mais c'est pas très grave. Mais donc, grosso modo, alors c'est un organisme, de gestion collective, un OGC. Donc la Société des droits voisins de la presse. L'idée, c'est quoi? C'est de se réunir dans une famille encore plus élargie pour collecter, faire valoir les droits. C'est quoi le but? Alors, déjà, tous les éditeurs de contenu en ligne ne sont pas nécessairement membres soit de la PIG, soit du SEPM. Non, on a évoqué rapidement la FNPS, la Fédération nationale de la presse spécialisée, Presse Pro notamment, donc, et plein d'autres. Et plein d'autres, exactement. Ils ne font pas partie des 3 plaignants. Exactement. Mais, alors, pour qu'il existe des négociations collectives sur les droits voisins, il faut que, je dirais, un organisme collectif ou une association obtienne des mandats de la part des éditeurs pour négocier. Oui. Donc, DVP, c'est un organisme qui est capable, sur la base de mandats qu'il reçoit des éditeurs, de négocier collectivement des droits voisins. Ils sont aussi un organisme, je dirais, qui peut faire de l'influence, du lobbying.
C'est pour l'instant, je dirais, le principal rôle qu'ils ont eu. Ils ont eu un rôle politique d'alerte et de sensibilisation des pouvoirs publics. Et notamment, il y a eu une mission parlementaire en fin d'année dernière qui a émis un rapport d'ailleurs en début d'année très intéressant et très poussé, qui a auditionné vraiment tous les opérateurs, tous les éditeurs, Google, Facebook, etc. Et donc, DVP, pour l'instant, le rôle fondamental qu'il a, c'est sur ce terrain-là, c'est-à-dire alerter les pouvoirs publics sur les imperfections ou les imprécisions de la loi qui laissent la possibilité aux grosses plateformes de tergiverser, de contourner, de diviser, etc. Donc ça, c'est un rôle qui est très important. Mais effectivement, parallèlement, ils collectent des mandats et ils engagent des négociations avec certains opérateurs. Alors après, le périmètre dépend des mandats qu'ils reçoivent. Oui, sachant que tous ceux qui font partie donc de la PIG, 300 médias, plus de 300 médias dans la PIG, la SEPM ou donc l'AFP, eux, c'est fait quelque part. Donc... Oui. tu vois, il y a un truc quelque part, je sais pas, est-ce que ça arrive pas trop tard, DVP ? Alors, je ne crois pas. D'abord parce que, comme on l'a dit, pour l'instant, les négociations se sont focalisées sur les grosses plateformes, et encore pas toutes. Je pense à Microsoft, par exemple, Apple, le moment venu. Donc, il reste des opérateurs avec lesquels négocier. Et les mandats dépendent aussi... Enfin, il n'y a pas nécessairement un mandat donné sur toutes les négociations à mener avec les plateformes. Il y a des accords qui ont été conclus avec certaines, et pour le reste, on peut tout à fait en concevoir de donner un mandat à DVP pour négocier avec, j'en sais rien, Microsoft, et un mandat à la PIC pour négocier avec Facebook. Je veux dire... selon les interlocuteurs, les enjeux, etc. Voilà, au fond. Et puis, voilà, effectivement... Mais effectivement, je dirais, pour ceux qui ont décidé de confier tous les mandats de négo à la même association, typiquement la PIG, ils n'ont pas de sujet à donner à DVP, et DVP fera rien pour eux. Ouais. Mais par contre, DVP peut couvrir tous ceux qui ne sont pas dans le périmètre des associations qui ont déjà conclu des accords, et ça représente beaucoup d'opérateurs. Oui, pour des petits montants. Exactement. Mais la fameuse longue traîne, quoi, quelque part, mais qui au final représente quand même beaucoup. Exactement. Et qui ne fera pas nécessairement l'exercice de faire la démarche de négocier avec les mastodontes, mais qui pourraient bénéficier, qui ont droit à une rémunération et qui pourraient en bénéficier grâce à la négo collective de DVP. Et pour la collecte, est-ce que ça pourrait être un organisme qui collecte justement ? Mais tout à fait, je crois que c'est tout à fait l'objectif, parce qu'ils ont fait un partenariat avec la SACEM et avec le CFC. Justement qui est l'organisme qui pour quand on fait les photocopies notamment des bouquins. Donc je crois que c'est tout à fait dans leur périmètre de pouvoir faire la collecte en effet et la répartition. Ok. Alors j'ai encore quelques questions. On a quand même bien couvert le sujet. On a parlé un peu de l'Europe monde. Voilà, j'ai une grande question quand même qui est que j'aurais peut-être pu poser au tout début de l'épisode, mais combien ça représente les droits voisins en France ? Est-ce qu'on a une idée ? Alors, je pense connaître la réponse, mais est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente Parce que là, on voit que c'est quand même une énorme bataille. Enfin, c'est pas des miettes dont on parle. Non, bien sûr. Alors, c'est très difficile. Je pense qu'en dehors des plateformes elles-mêmes et encore uniquement sur leur activité à elles, même si ça peut représenter beaucoup, par exemple, en ce qui concerne Google ou Facebook, personne n'a une vision encore globale de ce que le marché pourrait représenter. Il y a des estimations qui ont pu être faites par construction avec des économistes, mais je dirais on n'a pas aujourd'hui en France une vision même imprécise de l'enveloppe globale que pourrait représenter le marché. D'abord parce que pour l'instant, les négos sont faites avec Google et Facebook éventuellement, et qu'ils ne sont pas, même s'ils sont importants, ils ne sont pas nécessairement, ils constituent pas nécessairement à eux seuls tout le marché des droits voisins. Donc l'assiette globale, on ne la connaît pas encore et on tâtonne. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est de comparer avec la situation en Allemagne. En Allemagne, les éditeurs allemands qui sont sur une position un peu plus radicale que les éditeurs français dans la confrontation, d'ailleurs ils viennent d'introduire une action contre Microsoft, considérant que Microsoft n'était pas assez coopératif en dépit de ses déclarations plutôt bienveillantes publiques. Les Allemands, ils réclament des sommes qui sont quasiment 10 fois supérieures à celles dont on entend parler en France. Des deals individuels d'éditeurs, les mêmes éditeurs taille égale demandent 10 fois plus.
Grosso modo, pour schématiser. Alors, on n'a pas de vision individuelle par éditeur en Allemagne, mais par contre, on a des chiffres qui circulent et qui concernent la collectivité, entre guillemets, des éditeurs allemands. Et ces chiffres-là sont 10 fois supérieurs à ceux qui circulent en France. Donc, Et qui sont accueillis comment par Google? Il n'y a pas eu d'accord en Allemagne encore? alors, il y a eu des accords individuels avec certains éditeurs, et puis il y a des combats. Je veux dire, les Allemands sont vraiment dans une logique de confrontation avec Google collective, quoi. Donc, plutôt très unis. Ouais. Donc, ça fait partie de la négo, j'ai envie de dire. C'est une autre manière d'appréhender la négo. Facteur 10, c'est quand même important. Tu vois, j'enregistrais avec Fabrice Bazar, qui nous disait à ce micro que ne voulait pas signer avec Google parce qu'il considère que les montants sont dérisoires par rapport à ce que ça représente. Alors, ce que je comprends quand même entre les lignes, c'est qu'en fait, on n'a pas réellement cette information. Donc, c'est plus... D'ailleurs, on ne sait pas. Ben non, on ne sait pas, exactement. On sait le profit que génèrent ces plateformes sur les contenus qu'ils diffusent, enfin plus ou moins. Ça commence à sortir, mais quelle est la part qui revient aux éditeurs au titre du droit voisin? Je veux dire, on n'en sait rien fondamentalement. Et justement, tout l'enjeu aujourd'hui des négociations, et surtout celles qui vont venir après les... Parce que là, des accords sont conclus, mais d'ici 2-3 ans, la bataille reprend en France pour négocier les nouveaux accords. Et probablement à la hausse. Si dans d'autres pays, parce que ça se sait, même si on ne sortira pas de montants, il y a des montants qui circulent, on sait plus ou moins certains montants, certains éditeurs. Si tu dis qu'en Allemagne, c'est 10 fois plus important et qu'on saura ce que certains ont signé, forcément, tout ça va être renégocié à la hausse. Ça veut dire que c'est vraiment... On est loin encore d'avoir... Ça va être un peu une espèce de tu sais, comme un élastique, quoi. Plus Exactement. tu tires, plus a priori, s'ils signent, c'est que c'est un bon deal pour eux. Pour Google. Oui. Enfin, j'entends. Oui. Pour Google, Microsoft, Facebook, etc. Mais si c'était un mauvais deal, si vraiment ils perdaient là-dessus, je pense qu'ils ouvriraient un peu leur data pour dire, non, on peut pas vous payer ça. Donc, s'ils acceptent quelque part, c'est qu'il y a encore un peu de la négo, un peu de marge de négo. Quoi. Tout à fait. Et effectivement, on va dire les 5 années à venir vont permettre, à la fois grâce aux décisions judiciaires qui vont intervenir, grâce à l'ouverture éventuellement à l'accès de certains à plus de données de la part des plateformes, éventuellement même grâce à l'intervention du DMA. On peut toujours espérer que d'ici 5 ans, il ait commencé à s'appliquer. Tu peux peut-être faire une petite aparté sur ce qu'est le DMA, le Digital Market Act, qui va donc arriver. Je crois en plus t'en parles au geste, mais alors quand l'épisode sera sorti, à mon avis, il sera sorti. Tu peux expliquer rapidement ce que c'est, le contexte et l'enjeu autour de nos discussions? Oui, en fait, la Commission européenne, depuis plusieurs années, essaye de sortir d'abord un nouvel outil de concurrence pour essayer de compléter les outils qu'elle a pour justement tenter de réguler l'activité des plateformes et surtout tenter de traiter le problème du déséquilibre qu'il y a entre les plateformes les plus importantes, principalement les plateformes structurantes, les gatekeepers, les gardiens des portes sacrées des plateformes d'Internet, et tous les autres opérateurs qui utilisent évidemment ces plateformes. Et donc, on a commencé par un projet de nouvel outil de concurrence, et puis finalement, ça s'est transformé en cet acte, le Digital Market Act, qui a pour objet de créer, je dirais, un nouveau droit de la régulation des plateformes, qui n'est pas du droit de la concurrence, qui n'est pas non plus la réglementation sectorielle comme on l'a connue dans les télécoms, dans les rails, etc. C'est quand même assez différent. Et qui a pour but de qualifier dans un premier temps certains opérateurs de gatekeepers en considération de critères quantitatifs, nombre d'utilisateurs, discutables, et de critères qualitatifs, leur caractère incontournable pour accéder à tel ou tel service, etc. Et une fois qu'on a qualifié ces opérateurs de gatekeepers, de considérer que certaines de leurs pratiques, typiquement le refus de permettre à un éditeur d'accéder aux données d'audience de son site ou de son appli, ça peut être sanctionné. Parce que, en fait, on considère qu'ils ont pris une telle importance sur le marché numérique que le seul fait de ne pas se conformer à une liste d'obligations, c'est... c'est de l'abus de position dominante. Alors, c'est pas de l'abus de position dominante, c'est un tiers-lieu, mais c'est une pratique qui est prohibée. Voilà, on va l'appeler comme ça, une pratique interdite. On essaye de réguler. Voilà, on essaye de permettre plus d'interopérabilité, plus de transparence,
plus d'accès, par exemple, des éditeurs à leurs données. Et je mentionnais les mesures d'audience. C'est essentiel, évidemment, comme chacun sait, puisque beaucoup d'éditeurs se financent à travers la publicité, etc. Donc, c'est vraiment des données qui sont essentielles et auxquelles ils ont peu ou pas accès aujourd'hui en fonction des plateformes dont on parle. Donc vraiment, le DMA, il a pour but d'essayer de rééquilibrer la relation en créant de la fluidité pour éviter que les plateformes en question, structurantes, ne conservent tout le bénéfice de l'activité qui a lieu sur leur plateforme et ne le partagent pas, en fait, parce que tout rentre, mais rien ne sort. Ouais. Voilà, c'est ça le DMA. L'objectif, c'est d'ouvrir des vannes pour permettre au marché d'être plus fluide, voilà, et qu'il y ait un peu plus de concurrence et de flexibilité. Pourquoi je disais ça, je ne sais plus. Bon, on a fait une J'ai petite complètement aparté. Non, oublié. mais c'était sur on partait sur les négociations, à quel point il y Oui, aura et que effectivement le DMA va aussi voilà, forcément aider dans les années à venir les éditeurs à en savoir un peu plus exactement, sur ce que représentent les droits voisins et exactement. donc pour peut-être négocier à la hausse. Alors négocier, ou on peut aussi espérer qu'il y ait quelque chose de plus réglementaire, carré, un vrai formulaire qui ferait que tu as une formule en open source, je sais Alors pas, ouais, tu non vois, mais mais alors on qui peut tout dirait voilà ce que imaginer. représentent les droits voisins, que ça devrait peut-être pas être une négociation, mais plus quelque chose d'écrit. Alors ça, alors je doute que ça résulte de la négo individuelle des opérateurs, même au Non, c'est niveau de tous clair. les États membres. Ouais. Par contre, ce qui est clair, et d'ailleurs c'était dit pendant les travaux parlementaires qui ont eu lieu en fin d'année dernière, euh, on peut envisager, enfin les législateurs nationaux et européens pourraient envisager d'apporter des précisions. Et la question de l'assiette, la question de la méthode de calcul Hmm. pourrait très bien être traitée dans des textes qui viendraient préciser. Mais c'est extrêmement difficile parce que toi, comme moi, comme les éditeurs eux-mêmes, n'ayant pas, si tu veux, l'information que Google a ou que Facebook a sur le fonctionnement du marché, les revenus qu'il tire, c'est très difficile d'élaborer une méthode de calcul qui puisse s'appliquer à tous et qui serait le reflet de quelque chose d'équitable ou de suffisant ou d'approprié. Après, tu vois, c'est difficile d'imposer une méthode à tout le monde. Oui, mais ce serait techniquement possible. C'est de Ah, la tout à data, fait. tu vois. Ah Et non, mais c'est clair. Ah oui, non, mais c'est évident. il pourrait y avoir quelque chose de... Mais pour que ce soit efficace, il faudrait avoir la capacité de vérifier que la méthode de calcul est appliquée correctement. Et là, on en revient au problème fondamental, c'est qu'il n'y a pas que les éditeurs qui n'ont pas accès aux infos, les autorités non plus. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, ils ont investi, il y a un service qui est très intéressant, qui a été créé récemment, ça s'appelle le PEREN, le pôle d'économie et de régulation du numérique. Bon, je ne sais plus comment ça se... Enfin, l'acronyme, c'est PEREN, P-E-R-E-N. D'accord. Et c'est un service qui a été créé d'ailleurs avec à sa tête un ancien de l'autorité de la concurrence, qui est composé d'ingénieurs, de data scientists, etc. Et qui d'ailleurs a commencé à faire des travaux, à publier des travaux intéressants justement sur cette économie des plateformes et pour tenter d'essayer de construire en fait des raisonnements algorithmiques qui permettraient de trouver des solutions aux d'estimer une problèmes qu'on espèce a, de par exemple. rétro-engineering qui permet de craquer quelque part sans avoir accès à cette data que les Voilà. plateformes n'ont pas forcément intérêt à donner, pour être très clair, essayer d'avoir des formules qui permettraient de l'estimer finement. Voilà. Et puis mettre plein d'autres travaux d'analyse qui sont très intéressants. Mais donc, on a des ressources évidentes, on a des expertises qui ont été mobilisées, mais maintenant, il faut accéder aux données, quoi. Ouais. Et ça, ce sera l'enjeu des années, Ouais, voilà, à exactement. venir et de ce travail de législative, de régulation, etc. Et Tout tous à ces fait. fronts ouverts aujourd'hui. Écoute, c'est clair pour la situation. Alors je pense que c'est presque un point d'étape et qu'on pourrait se faire cet épisode régulièrement pour Ouais. voir un petit peu l'évolution. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas évoqué, une question que j'ai pas posée, qui était importante? Est-ce que Écoute, s'agissant de Google et des droits voisins, je crois pas. Je pense qu'on ouais. a pas mal fait le tour. On n'a pas mentionné la proposition d'engagement qu'ils ont faite et qui est en cours d'examen à l'autorité de la concurrence. On saura, je pense, enfin, le président avait dit que d'ici l'été, il déciderait s'il accepte ou non une proposition d'engagement de Google. Donc ça va être un élément important, et puis ça structurera, s'il l'accepte, la manière dont les négos se passeront en fait à l'avenir aussi, parce que Google propose de désigner un mandataire pour surveiller la bonne exécution des engagements. Ça pourrait être le réceptacle des données Oui. à partir desquelles on pourrait concevoir l'assiette, etc. Donc c'est vrai que
voilà, il y a pas que la sanction des choix de Google qui peut être intéressante pour progresser. En réalité, ça pourrait même être une voie constructive, mais voilà, sous réserve que ce soit pertinent. Voilà, après, il n'y a pas que Google Non, dans c'est la vrai vie. non, c'est clair, il n'y a pas que Google. On le disait, c'est une position en France qui est particulière, qui est dominante. Ouais, C'est pas que Google. voilà. Et même, ce podcast n'est pas contre Google, hein, ça reste du business, mais c'est important d'expliquer les mécanismes et qu'il y ait un partage juste, quelque De la part, valeur. surtout d'une économie des médias qu'on sait est compliquée. Hein, donc, quelque part, c'est ce décalage qui est important de rééquilibrer. Ouais. Et alors, à ce propos, en fait, si je peux me permettre Bien une sûr. dernière remarque, dans ce combat, je dirais, pour rééquilibrer le partage de la valeur entre les éditeurs, et notamment de presse, et les plateformes, le geste dont on a parlé précédemment est très actif s'agissant d'Apple, pardon, j'allais Ouais. dire de Google encore, d'Apple, parce qu'il y a tout un enjeu. J'étais à une conférence hier où on rappelait que les éditeurs de presse aujourd'hui, pour une grande part, ont, je ne sais pas, 80% de leur trafic qui est sur mobile. Donc, le business des applications, il est quand même assez important, il est même très important, et pour certains, c'est quasiment 90% de leurs revenus qui proviennent du trafic sur leur application. Or, les applications, notamment en France sur iOS, c'est une part importante, Exactement. contrôlée par Apple, l'App Store, les commissions. Voilà, alors, exactement. Il n'y a pas que les commissions qui sont en cause, qu'en fait, C'est la data. la data, donc les éditeurs n'ont quasiment accès à rien. C'est incroyable de se dire que l'éditeur de presse ne connaît même pas son lecteur. C'est-à-dire que dans le monde physique, on n'imaginerait pas être abonné à un journal sans que le journal connaisse notre nom, notre adresse, l'âge de notre enfant presque. Voilà. Dans le monde numérique, dans l'écosystème applicatif, c'est ça en fait. On a un mail. Voilà. Et encore, on n'a même pas de mail. On peut avoir oui, c'est vrai qu'on peut choisir un lien maintenant. anonymisé Ouais, vers... voilà. Donc, il y a plein de restrictions qui sont apportées dans les App Store. Typiquement, les éditeurs ne peuvent pas fixer le prix de leur application librement. Non, il faut choisir parmi les tiers Apple, enfin, dans la matrice Apple. Exactement. Et ça, c'est totalement prohibé, normalement, en droit européen de la concurrence. Donc, ouais, c'est vrai que je ne m'étais même pas posé la question. Ouais, en fait, on n'imagine pas que... quelqu'un te dise, tu dois vendre ton produit à tel prix. Exactement. Bon, après, il y a plein de granularité dans cette matrice. Donc il y en a 100. Mais je vois... Il y a 100 paliers. Ouais. Et aux États-Unis, il y a un avocat américain qui a lancé une class action il y a 2 ans, qui a transigé avec Apple et qui a obtenu qu'il n'y ait pas 100 paliers, mais 500. Donc, ça montre bien qu'en fait, déjà, Apple pourrait être disposé à assouplir un peu sa politique et que la possibilité de créer des nouvelles catégories, enfin, de la flexibilité dans le pricing, ça peut être utile pour les éditeurs. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de baisser, enfin, de proposer mon appli à 50 centimes parce que le premier palier, il est à 99. Ouais. Et ça limite quand même pas mal la concurrence par les prix. Enfin, ça a des vrais effets. Ouais. Et ça, c'est un des gros enjeux, je pense, des 2 prochaines années. Si les 2 dernières étaient Google, je pense qu'Apple, là, a du souci à se faire. Apple, brace yourself. Exactement. Donc ça, c'est un enjeu porté par le geste, notamment. Alors, en France, ouais. En ouais. France, alors, il y a le geste, il y a aussi, sur l'aspect publicitaire, il y a l'IAB, MMA, SRI, UDCAM qui ont lancé aussi une action sur l'aspect, les restrictions liées à la privacy. Ouais. Donc, il y a ce double feu. Il y a le tribunal de commerce là, qui va rendre une décision bientôt, qui avait été saisie par Bruno Le Maire en 2018, et ils vont rendre une décision d'ici l'été, je pense, sur l'App Store et sur certaines des clauses, notamment la commission à 30%, etc. Donc, potentiellement, s'ils prennent la même position que pour Google, le Play Store, ils vont considérer que la commission de 30% en France est nulle. Ouais, c'est des gros combats parce que c'est des tels enjeux. Voilà. Mais on voit qu'Apple globaux, globaux, et on voit quand même qu'Apple au niveau mondial
commencent à lâcher sur certains trucs. Je sais qu'ils ont été très durs. Hein, Fortnite, Ouais. tu sais, qui vient de revenir sur J'ai l'App vu, Store très effectivement, récemment. ouais. Je sais plus quel éditeur aussi a eu gain de cause sur une baisse un peu du taux. Bah, Mais- il y a les Readers App, Ouais. grâce à l'accord qui a été scellé au Japon, qui sont censés bénéficier d'une commission à 15%, mais c'est pas complètement globalisé, les solutions. Non, on sent bien encore une fois Voilà, qu'ils la essayent résistance vraiment totale. Et la évidemment. segmentation géographique, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est- Aux Pays-Bas, ils pour sont pas que ça fasse sanctionnés tache chaque d'huile. semaine, Ouais. mais ça reste aux Pays-Bas. C'est ça. Ils veulent pas que ça s'étende. Donc, En même temps, si j'ai un business comme ça, je ferais tout aussi pour le protéger. bien sûr, mais voilà, la laito se resserre quand même pas mal et voilà, en France en tout cas, on a un espèce de cocktail Molotov Ouais. qui Mais c'est bien. Enfin, je veux dire, je suis très business, mais il faut aussi que ce soit équilibré et aussi rémunéré à sa juste valeur ceux qui Ouais. produisent quelque part. tu ou à vois. minima pas trop déséquilibré. Exactement. On n'est pas obligé d'être dans l'indécence. Non. Et puis on peut le dire, on aime bien leurs outils quand même. Et on Google, adore. Apple, J'ai moi-même un iPhone, j'en suis ravie. Voilà. hein. Et les éditeurs aussi comptent sur Google, sur part du trafic, Mais etc. bien sûr. Donc c'est important de le rappeler. Voilà. Et ben écoute, super, Férouz, merci pour merci à toi. pour tous ces détails, ces infos, cette saga notamment sur les droits voisins, mais pas que. On suivra ça. Donc merci à Laure de la Taillade qui nous a mis en relation Tout à fait. par le geste, et puis donc félicitations au geste qui porte tous ces combats, et Dieu sait qu'il y en a en ce Ouais. moment et qu'il y a du boulot, et c'est un travail de longue haleine. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Salut Férouz. Salut François. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.